Alain Deneau. Donc, Alain Deneau a été récemment décrit comme l'un des intellectuels les plus originaux de notre époque. Il est professeur de philosophie à l'Université de Moncton dans la péninsule acadienne au campus de Shippagan et correspondant canadien du Collège international de philosophie de Paris. Il a notamment publié des ouvrages sur l'exploitation des ressources naturelles et sur les paradis fiscaux, qu'on aime beaucoup citer à Symbiose. Et plus récemment, il s'est lancé dans une réflexion philosophique sur la notion d'économie et il a déjà publié 3 essais sur le sujet, avec l'économie de la foi, l'économie de la nature et l'économie esthétique. Aujourd'hui, il va nous parler plus de l'économie de la nature, avec le titre de sa conférence, qui est « Passer de l'économie productiviste à l'économie de la nature ». Donc, je lui laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Merci donc à Antoine Zboralski pour l'invitation. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette rencontre. C'est pas facile d'organiser des activités dans notre contexte. Je vous dirais, bon, j'essaie de remplir au mieux un office là qui consiste à mettre la table là, pour des discussions qui auront lieu aujourd'hui. Donc, je me suis gardé d'entrer dans des considérations trop spécifiques ou dans des champs vraiment, disons, pointus pour plutôt tenter de brosser un portrait assez large de la conjoncture dans laquelle nous sommes tout à fait heureusement conviés aujourd'hui à penser la question des limites de la Terre dans un contexte idéologique qui est celui du productivisme. Peut-être un mot sur certaines choses. Moi déjà, j'enseigne, j'ai la chance de participer au bac en développement durable en zone côtière au campus de Shippagan. Je m'intéresse à la subjectivité insulaire et péninsulaire en essayant de penser le rapport entre péninsule et île d'une part et d'autre part continent. Bon, il y a des questions philosophiques, sociologiques, psychologiques même, anthropologiques qui se posent à cet égard. Et je m'intéresse aussi à la question du développement, à l'histoire du développement et au lien très étroit qu'il y a entre développement et colonisation, ce qui nous ramène tout à fait au cœur de la question sur le Canada quoi, et son passé et donc son avenir. Cela dit, je ne vais pas entrer dans toutes ces considérations-là, ce sera peut-être pour un autre rendez-vous, mais peut-être in situ d'ailleurs, qui sait. Mais je vais plutôt aborder sur un mode interdisciplinaire, puisque c'est un mot aussi qui est au cœur de la rencontre d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un forum interdisciplinaire nommément. La question même du rapport, disons, sur ce mode interdisciplinaire entre capitalisme et économie, que moi je dissocie. C'est ces deux mots que je tiens à dissocier en grande partie. L'interdisciplinarité, pour en dire un mot avant de commencer, là, je suis dans des propositions liminaires. Hein. L'interdisciplinarité, c'est un terme qui signifie beaucoup de choses. On peut penser à beaucoup de choses quand on dit interdisciplinarité. On peut penser au fait d'asseoir autour d'une table des gens de disciplines différentes qui vont parler chacun de leur point de vue d'un sujet. C'est souvent ce qui se fait quand on est interdisciplinaire. Et on peut aussi penser à la production de discours qui sont intrinsèquement interdisciplinaires. Donc, qui en eux-mêmes se laissent travailler en risquant beaucoup parfois l'écartèlement et la diversion, qui laisse au fond interagir plusieurs apports disciplinaires. Hein. On choisit une question, un thème qui nous intéresse et on s'intéresse aux différentes modalités de traitement de ce thème-là. Que ce soit l'histoire, la physique, la sociologie, le cinéma, la psychologie, c'est ce que j'ai fait quand je me suis intéressé aux paradis fiscaux. Je me suis intéressé à plusieurs champs à la fois et c'est ce que je continue de faire sur la question de l'économie au fond, en m'inspirant d'une approche qui est celle du sociologue et philosophe Georg Simmel qui a une centaine d'années, un peu plus,
120, 130 ans, là, au tournant des 19e et 20e siècles, écrivait d'emblée, lui, sur un mode interdisciplinaire. Il s'intéressait donc à différents sujets, à la fois du point de vue de la théologie, de l'histoire, de la psychologie, de l'économétrie et de l'éthique et quoi encore. Bon. Si je me lance sans plus de préambule, je dirais que mon tour d'horizon là et mon espèce mon espèce de présentation, ma présentation générale, quoi, consiste essentiellement à mettre en opposition deux choses, c'est l'économie productiviste et l'économie de la nature. C'est ces deux notions que je voudrais là, distinguer en critiquant la première et en rappelant la seconde, pour le dire ainsi. Bon, c'est pour ça que l'intitulé de ma présentation, c'est passer de l'économie productiviste à l'économie de la nature dans le contexte qui est nôtre. Déjà, l'économie productiviste, c'est une façon de tourner autour du pot pour éviter de lâcher un mot qu'on a fini par abandonner depuis, je dirais, 30-40 ans, qui est celui de capitalisme. On n'en parle presque plus. On va parler d'économie productiviste, là c'est déjà un petit peu plus précis, mais très souvent on parle de néolibéralisme, de démocratie libérale, d'économie de marché, de monde libre. En fait, il y a beaucoup d'euphémismes ou de notions un peu vagues qui ont été développées pour éviter d'aller droit au but et de parler au fond de notre époque sur le mode le plus, je pense, le plus juste, le plus précis, le plus adapté selon, c'est-à-dire en recourant au terme de capitalisme. Le mot capitalisme est chargé. Au 20e siècle, je m'ennuie de cette époque, au 20e siècle, on parlait de capitalisme, qu'on soit pour ou contre, qu'on fût pour ou contre. Il ne posait pas de problème d'adhérer idéologiquement au capitalisme sans être nécessairement capitaliste soi-même. C'est-à-dire qu'on pouvait être un simple ouvrier complètement dominé par un régime d'accumulation du capital, tout en se disant capitaliste lorsqu'on croyait, on jetait son dévolu sur ce système-là, où on était opposé à lui, critique, où on était dans un entre-deux, ce qui arrivait souvent aussi qu'on était, disons, social-démocrate. Bon, au XXe siècle, le mot capitalisme ne posait pas problème dans son usage. Aujourd'hui, c'est comme s'il était chargé. D'abord, ceux qui s'en réclament du capitalisme ont tellement fait l'objet de critiques au XXe siècle par des marxistes notamment, mais pas seulement, par des éco-socialistes aussi, qu'ils sont un peu embarrassés d'utiliser ce mot-là qui est au fond la cible de critiques multiples. Et d'autre part, ceux qui ont critiqué ce mot l'ont fait sur un mode parfois, pas toujours, mais parfois tellement folklorique et exacerbé. Je pense aux marxistes d'appareil, aux marxistes idéologiques, hein, qu'on finit par y sentir un relent de quelque chose là, de pas très glorieux quand on se met à reparler du capitalisme en mode un peu ancien. On voit tout de suite les étendards, les grandes manifestations un petit peu stridentes, quoi, puis pas nécessairement toujours conceptuellement tout à fait réfléchi. Mais bon, j'essaie pas de faire en quelque sorte une histoire très rigoureuse de ces critiques ou de ces apologies. J'essaie simplement de comprendre, c'est seulement ce que j'essaie de pointer là, sans entrer en caricaturant parce que j'ai pas le choix, je vais aller un peu vite, en essayant de comprendre pourquoi ce mot de capitalisme est si insuffisamment utilisé pour qualifier notre régime et pourquoi il y a autant d'euphémismes qui ont pullulé, quoi. Bon, ceux que j'ai mentionnés. Bon, le capitalisme est la notion la plus juste pour parler de notre temps. Vous m'excuserez si je me répète un peu pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais j'essaie moi-même là aujourd'hui de saisir l'occasion qui m'est donnée pour faire une synthèse de différents points sur lesquels je travaille depuis quelque temps. Le capitalisme, en fait, il nomme au mieux ce qu'il en est de notre régime parce qu'il traite sur ce qui est central à notre époque et qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est le capital. Bon, notre régime relève du capital. Dire que le capitalisme relève du capital n'est pas excessif. On passera au moins ça. Bon, et le capital, donc je vais revenir sur le isme, parce que le capitalisme est constitué au fond de deux éléments. La racine capitale, là, qui est le centre du mot, et le suffixe isme, qui est très important. En ce qui concerne le capital, rappelons simplement, on peut remonter à Marx si on veut, qu'il renvoie pas seulement à de l'argent, à des actifs financiers, mais il renvoie aussi à tout ce qui permet au capital de croître. Le capital, c'est en fait ce qui constitue un ensemble d'actifs excédentaires. Ce sont des actifs dont on dispose
quand on en est propriétaire et qui ne nous servent pas à nous personnellement au titre de notre consommation. Ce sont des actifs excédentaires qui existent pour croître. Bon, et donc les actifs qu'on peut qualifier de capitaux et qui sont pas vraiment de l'ordre non plus de notre épargne, nous, comme, disons, nous, je suppose que nous sommes tous, disons, à peu près de la classe moyenne, là. Nous, à la rigueur, quand on n'est pas trop endetté puis qu'on a même un petit coussin, on dira qu'on a une épargne, quoi. Mais c'est pas encore du capital. Le capital, hein, ce sont des actifs qui ont un statut particulier. Ce sont des actifs qui permettent d'investir, de s'interposer dans l'histoire, d'agir à très grande échelle afin que ce que l'on possède croisse. Hein. C'est la visée même du capital, c'est de constituer encore plus de capitaux au terme de différents processus. Donc, le capital, ce ne sont pas seulement des actifs financiers excédentaires, ce sont aussi des usines, des flottes de camions, des brevets, du savoir-faire, des matières premières, de la force de travail, bien entendu, qui constitue une des sources principales de la capitalisation. Hein. C'est pas pour rien que toutes nos usines sont rendues en Chine, hein, ou dans des zones franches, principalement en Asie. C'est que là, on a accès à des gens qui travaillent à $1 par jour ou par semaine plutôt qu'à $15 de l'heure. Bon. Donc, on a là des actifs excédentaires, hein, qu'on a à sa disposition lorsqu'on les détient pour les faire croître. Hein. C'est-à-dire qu'à travers différents processus, qui peuvent être des processus extractivistes, productivistes ou spéculatifs, hein, on transforme de la matière, on extrait de la matière, on spécule sur de la matière, on crée des produits abstraits, bon, dans le domaine de la finance, par exemple, surtout, pour arriver à avoir à la fin d'un processus plus qu'au début. Bon, ça, c'est bêtement, là, d'une manière, au fond, assez élémentaire, le capital tel qu'il fonctionne. Hein. Il s'agit donc de tout ce qu'on dispose en mode excédentaire pour croître à travers des processus divers. Bon. Le isme, maintenant, du capitalisme consiste en un ensemble de structures sociales indispensablement soutenues par l'État, mais pas seulement, qui permettent, du point de vue de la législation, du droit, hein, et du fonctionnement général d'un système, de permettre au capital de croître. C'est-à-dire que le capitalisme consiste en un régime qui s'organise de façon à permettre à ceux qui ont des capitaux d'en avoir plus au terme de différents processus. Et c'est par rapport à cette visée-là qu'on organise la société. On organise la société pour faire en sorte qu'au terme de différents processus, qu'ils soient de nature pharmacologique, agroalimentaire, culturel, touristique, éducatif, qu'il y ait à la fin une plus-value, que quelqu'un ait dégagé des surplus. Hein. C'est ce qu'on fétichisera à partir des physiocrates à la fin du 18e siècle et de Adam Smith peu de temps après, hein, comme étant les valeurs productives, quoi. Ce qui est productif versus ce qui est stérile ou non productif. Hein. Tout ce qui relève principalement du travail des femmes, hein, le soin, le souci, ou tout ce qui concerne des formes d'aménagement, des modalités de production, l'éducation, par exemple. Ça, c'est vu comme un travail non productif parce que sur un plan comptable, il n'engrange pas de profit pour le capital et on doit minimiser le plus possible les investissements dans ces secteurs-là pour accentuer le plus possible, hein, le travail dit productif. Je pourrais y revenir dans une période d'échange, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ce sont des concepts que je tiens, je le répète souvent ces années-ci, à préciser, tout simplement parce que quand on parle de ces notions-là, très souvent, on a une représentation assez floue des choses. On parle du capitalisme ou de l'économie de marché, mais on ne sait pas trop de quoi on parle. C'est de ça qu'on parle. Hein? Au fond, le capitalisme est un régime qui, ultimement, vise à permettre à des détenteurs de capitaux, qui sont une oligarchie, en fait, c'est-à-dire un tout petit nombre, hein, de faire croître leurs capitaux,
Dans un monde qui est organisé pour eux, que ce soit du point de vue des ministères, des institutions judiciaires, des universités, des médias, des des différentes organisations privées, hein, comme les chambres de commerce, évidemment, les entreprises elles-mêmes. Et ensuite, toute l'activité sociale est subordonnée à ce principe-là. Les PME, même dans le domaine public, la moindre, au fond, le moindre projet sera subordonné à l'impératif qui consiste à permettre au PIB de croître, à rendre utile, hein, du point de vue de la création de richesses quantifiables et profitables pour le capital, production de richesses vérifiables. Quoi. Bon. Donc, notre monde est celui-là. J'espère qu'on ne perd pas de vue dès qu'on réfléchit à quelque chose, hein, que ce soit dans le domaine du travail social, de l'environnement, du logement, de la culture, qu'on est dans un régime comme ça, mu par ces impératifs-là, qui se sont tellement intégrés à nos modalités, hein, de fonctionnement qu'on a fini par les naturaliser. On a fini par tellement naturalisé cet impératif-là qu'on n'en parle plus et on en a même un peu perdu confiance. Bon. Ça, c'est un premier point que je voulais marquer. Hein? Nous sommes dans ce régime-là, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas. Certains diront, au fond, on en profite parce qu'on a droit à des médicaments à bon marché qui, quand on n'est pas en situation de pandémie, nous semblent suffisants, parce que on peut regarder toutes sortes de séries qui nous plaisent, parce qu'on peut acheter des choses qui sont faites en Chine pas cher. Bon, ça sera un point de vue très individualiste qui concerne au fond une minorité de gens sur la planète. Pour une majorité de gens, le capitalisme est quand même, au fond, par ailleurs, bon, la source de beaucoup de contraintes, voire de crises. Quoi. Bon, et je vais maintenant en parler. Ce qui est fascinant, et je vais vraiment insister là-dessus, c'est un point que j'essaie de marquer ces temps-ci, et c'est pas facile. Il y a beaucoup de résistance à cette réflexion-là. J'essaie de pointer quelque chose ces temps-ci, à savoir que ce régime s'est tellement intégré, hein, à nos modalités de pensée, on s'est tellement vu comme des petits entrepreneurs, on a tellement appris à se dire qu'il fallait, au fond, investir dans sa matière grise, dans son capital santé, dans son capital cognitif, pour se vendre, hein, comme demandeur d'emploi sur un marché du travail afin de devenir une ressource humaine, hein, et puis à travers ça, on gère nos amitiés, puis on est tellement, au fond, intégré le vocabulaire de l'économie productiviste, hein, de la science économique, hein, sur un mode ramifié, qu'on a perdu de vue les responsabilités de ce régime-là, en tant qu'il n'est pas naturel, en tant qu'il n'est pas nécessaire historiquement, en tant qu'il relève d'une option politique, en tant qu'en marge de ce régime-là, il y a d'autres possibles. Il y a d'autres façons d'imaginer l'organisation sociale que celle-là. Comme on a fini par y voir, c'est ce que j'ai appelé la médiocratie, l'extrême centre et la gouvernance. Ce sont trois façons d'aborder un même problème. C'est qu'on a tellement intégré ce mode-là qu'on a fini par oublier qu'il était, au fond, une création humaine et politique et un choix de société, quelque part, hein, qu'on pourrait, avec beaucoup de résolution et de détermination, penser autrement l'organisation du monde. Et j'en viens à un certain nombre de phénomènes auxquels nous sommes confrontés cette année, à commencer par cette pandémie, mais aussi à d'autres phénomènes qui sont liés à ce régime productiviste, extractiviste, consumériste et spéculatif qui porte plus globalement le nom de capitalisme. Il y a des effets phénoménaux, pour ne pas dire catastrophiques, qui sont liés au développement et à l'application des méthodes, hein, de cette idéologie. La pandémie dans laquelle nous sommes relève en très grande partie, incontestablement, du caractère extrêmement interconnecté de l'appareil de production mondialisé voulu par le capital. C'est pas les syndicats, ce sont pas les petits travailleurs, ce sont pas les PME qui ont souhaité qu'on délocalise à partir des années 80, quand les revendications salariales et ouvrières ont été trop élevées, les unités de production de Montréal, de Détroit, de Moncton,
de Baltimore à l'Asie ou dans différentes zones franches au monde, que ce soit la République dominicaine ou la Roumanie, ou ainsi de suite. Des endroits où les gens sont en quelque sorte soumis à des conditions de vie ici atroces, qui sont prêts à travailler pour $1 par semaine ou par jour quand ils sont chanceux. Bon, ils vivent dans des conditions de misère. Bon, on le sait, il n'y a qu'à parler des ateliers de misère qui sont des lieux de souffrance, des bagnes, où on ne voudrait pas envoyer son pire ennemi ici. Bon, donc, on a complètement interconnecté les unités de production, de telle sorte que le made in a de moins en moins de sens. Si vous prenez par exemple un ordinateur ou un certain nombre d'appareils, ils concernent des unités de production dans 15 ou 20 pays. Hein, et cela expose les différentes populations à des virus qui se développent dans une région du monde, qui peuvent transiter très facilement. On pourrait dire la même chose du point de vue agroalimentaire, de la monoculture, qui suppose là aussi énormément d'interactions, et du tourisme de masse du point de vue de la consommation. Bon. Cela donne lieu à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la pandémie sur laquelle je vais revenir liée à la COVID-19. Bon. Mais ça serait une erreur aujourd'hui s'isoler dans cette thématique-là et de ne penser la pandémie que par rapport à elle-même. Il est beaucoup plus intéressant de l'inscrire dans une série de phénomènes, de crises, de symptômes qui témoignent des excès du régime dans lequel nous sommes. Les nombreuses canicules auxquels nous sommes confrontés année après année désormais. Les incendies de forêt en surnombre, très graves. On l'a vu en Alberta, nous, ici. Les crises de verglas, les raz-de-marée, les ouragans, l'augmentation des crues, la migration d'espèces redoutables. On pourrait même parler de tsunamis, de tremblements de terre qui sont favorisés par la fonte des glaciers. Et ensuite, on aurait des problèmes beaucoup plus larges. La fonte des glaciers qui provoque l'émission de méthane, qui risque de provoquer encore plus le phénomène de réchauffement climatique dans lequel nous sommes, l'avancée des déserts, la montée des crues, j'en ai parlé, la réduction des forêts, l'érosion des sols, et enfin, cette donnée absolument vertigineuse que l'on doit l'an dernier seulement à la plateforme intergouvernementale en biodiversité et en service de l'environnement, je crois, qui nous apprenait qu'un million d'espèces à terme sont menacées, ce qui risque de perturber la chaîne alimentaire universelle. On est face là, année après année, à des manifestations écosystémiques telles qu'on ne peut pas ne pas y voir un ressac des excès qui ont été ceux du régime auquel nous sommes intégrés, autant du point de vue de nos pratiques professionnelles que même notre pensée, notre psyché. Bon, on pourrait aller jusque-là. Et c'est un des paradoxes de l'anthropocène, à savoir que l'ère dans laquelle nous sommes est une ère d'extrême maîtrise, et d'une extrême domination d'une espèce sur toutes les autres, de l'espèce humaine. Et à l'intérieur de cette espèce humaine-là, si on parle de manière sociologique, d'une oligarchie actionnariale qui, au fond, a une souveraineté sur les décisions qui sont prises quant à l'organisation sociale à l'échelle mondiale. Donc, on a d'une part un sentiment démesuré au sens d'une hubris grecque, d'une extrême maîtrise, où on est capable de travailler sur le génome, on est capable de travailler sur des espèces génétiquement modifiées par le menu, en même temps qu'on est capable de couvrir de pesticides des territoires entiers de façon à disposer du vivant et à l'éradiquer pour ne plus faire vivre que la petite semence qu'on souhaite laisser active. On a comme un sentiment comme ça démiurgique de maîtrise de la nature, en même temps qu'on se prépare, ça c'est le ressac, et on est en train de le vivre maintenant, à des conséquences qui seront, elles, inversement immaîtrisables.
C'est-à-dire qu'on aura à la mesure de ce qu'on a essayé de contrôler des contre-coups qui seront, eux, absolument impondérables. Hein, et dans un désarroi qui est déjà, au fond, annoncé par cette pandémie qui est, à mon sens, seulement le prélude du 21e siècle, on sera face à des phénomènes qui seront en grande partie conséquents sur la même échelle hein, que l'envergure de nos prétentions par rapport à la maîtrise du monde. Et ce que j'essaie de pointer là, ces temps-ci, c'est que cela, la pandémie, les ouragans, les raz-de-marée, l'érosion des sols, la disparition des forêts, les canicules, hein, les incendies de forêt, ainsi de suite, tout cela relève du bilan du capitalisme. Comme on parle du bilan hein, quand il y a une campagne électorale, on va dire ah, c'est quoi le bilan du gouvernement? Bon, mais quand un gouvernement a participé pendant des années à des signatures d'accords de libre-échange, à des subventions à l'industrie pétrolière, au soutien mordicus de toutes sortes de programmes qui favorisent la concentration du capital, la fusion des entreprises, le tourisme de masse, la délocalisation hein, des unités de production, la surconsommation. Dès lors qu'un gouvernement a cru à l'idéologie capitaliste et s'en est fait le chantre et a vanté son modèle comme étant peut-être pas parfait, mais le moins mauvais ou le plus nécessaire ou le meilleur, le plus naturel, ou ainsi de suite, eh bien, on doit porter le bilan hein, de ce qu'il advient maintenant de ce régime. Les crises auxquelles nous sommes confrontés font partie du bilan de celles et ceux qui défendent l'idéologie dans laquelle nous sommes comme étant souhaitable et comme étant de son ressort. Le problème actuellement, c'est qu'on a des Trudeau, des Higgs, des Legault, des Macron, des Merkel, des Trump, hein, ou des Biden, ou des gens dans l'opposition qui adhèrent tout autant au régime, qui présentent la pandémie, qui présentent les incendies de forêt, les canicules, les ouragans, les raz-de-marée, hein, comme des malédictions, comme si c'était hors de notre ressort, comme si c'était le fait de la volonté des dieux, ou de la colère des dieux, ou de la foudre, ou je ne sais trop de quelle, au fond, conjoncture mystérieuse. Continuellement, on place, et on est habitué de le faire de toute façon dans le domaine du capital, on place hors bilan, ce qui relève du bilan comptable, au sens moral du terme, hein, des tenants du capitalisme, que ce soit d'un point de vue affairiste ou politique. Il faudrait, là, qu'on en vienne dans nos réflexions à un raisonnement qui consiste à dire cela, c'est à quoi nous sommes confrontés, cette catastrophe, au fond, hein, 1 million d'espèces en voie d'extinction. C'est le bilan hein, de celles et ceux qui ont défendu ce régime-là. Et on ne saurait pas, au fond, laisser passer cette idée, cette prétention qu'il s'agit non de phénomènes naturels, opaques, insondables, mystérieux, qui nous échoient, qui nous incombent à la manière de malédiction, et on aurait ce pauvre Higgs, ce pauvre Legault, ce pauvre Trudeau qui se dépatouille pour essayer de faire exister à nouveau l'État social un temps pour, au fond, servir de police d'assurance à des entreprises et à des possédants qui ont besoin que le régime se poursuive après une crise, hein, si tant est qu'on y arrive, comme avant. Bon, j'ai combien de temps, là? Encore au moins 20 minutes. Oui, bon. Alors, l'économie, si on voit, puisqu'il s'agit d'imaginer l'avenir dans le Canada, ou peut-être l'avenir sans le Canada, hein, étant donné l'association très grande qu'il y a entre le Canada et ce régime dont j'ai parlé, c'est-à-dire que le Canada est à l'origine une création étroitement liée à ses visées, hein, liées au capital. Fort
force est de concevoir l'avenir, la sortie, la sortie de crise, comme étant un moment, une occasion pour favoriser la régionalisation de la politique et de la production et de la consommation. L'économie, au fond, ne pourra pas continuellement signifier cela, permettre à des grands actionnaires d'engranger des capitaux du moment qu'ils ont investi massivement dans les sociétés aériennes, dans l'industrie pétrolière, dans l'industrie aurifère, dans l'agroalimentaire, dans la pharmacologie, ainsi de suite. Ça ne pourra pas continuellement signifier cela, l'économie. Ce mot-là d'économie, par la force des choses, devra muter au 21e siècle et, au fond, renvoyer à un nouveau paradigme. Et quand je dis devra, j'insiste sur cette idée de la nécessité qui n'est même plus politique, qui va devenir écosystémique, c'est-à-dire que de gré ou de force, que ce soit sur un mode concerté ou sur un mode subi, au 21e siècle, il nous faudra comprendre que le mot économie ne peut pas indéfiniment signifier cela, cet appareil de production mondialisé, fonctionnement strictement pour favoriser le capital de ceux qui en ont. Bon. Et pour suivre ce mouvement, force sera de repenser l'économie sur des échelles beaucoup plus raisonnables. Il est insensé que ce stylo ait été fait en Chine. C'est complètement insensé. Il est insensé que le moindre aliment qu'on a dans notre assiette ait fait un voyage d'au moins, en moyenne, 2000 kilomètres. Donc, il faudra revenir à une pensée de l'économie en tant que l'économie sur un mode plus au fond, prosaïque. Là. Je vais revenir sur ce concept ensuite, mais en tant que l'économie, au fond, renvoie à un rapport entre deux catégories d'enjeux. D'une part, les dispositions qu'a une communauté, ses talents, ses compétences, ses dispositions psychiques à travailler, à s'investir, à s'engager. Et d'autre part, une autre série d'enjeux qui relèvent des besoins, des aspirations, des désirs. Et la politique, bon, ce n'est que ça. La politique, c'est de penser une façon de se concerter pour convenir de la rencontre entre ces deux catégories d'enjeux, de points. D'une part, au fond, le travail, d'autre part, les besoins, mais qui peuvent se décliner aussi sous des formes plus subtiles. Bon, mais cela devra être fait à des échelles qui sont beaucoup plus raisonnables. Et qui, pourquoi? Et c'est pourquoi la nécessité de cela? Parce que d'une part, ce régime que je qualifierais sans détour de capitaliste, ne verra plus longtemps rencontrer ces conditions de possibilité. Une planète qui ne peut plus soutenir les assauts qu'on lui fait subir du point de vue du vivant. Des richesses pétrolières, gazières qui s'épuisent au point qu'on racle les fonds de tiroir, on cherche du pétrole à 3000 mètres sous les eaux dans des sites improbables en Alberta, ainsi de suite. Bon, ça ne pourra plus durer. On voit bien qu'on arrive à un essoufflement. Et il y a aussi un essoufflement, on n'en parle pas suffisamment, mais du point de vue des minerais, lesquels sont indispensables dans la prétendue transition verte que des détenteurs de capitaux essaient de nous vendre. Par exemple, les panneaux photovoltaïques, les batteries de pointe, et tout le reste, toute une série, au fond, d'objets de consommation et de gadgets même qu'on nous vend comme étant verts, alors qu'ils épuisent continuellement les rares sources qui nous restent de minerais nécessaires à leur fabrication et élaboration.
Donc, on devra, qu'on le veuille ou non, revenir à un mode de vie beaucoup plus mesuré, beaucoup plus frugal, beaucoup plus régional aussi, avec des circuits courts, avec aussi une concertation plus grande entre ceux qui nous entourent dans une communauté qui ne sera pas nécessairement municipale, qui sera peut-être plus régionale, hein, qui supposera aussi sûrement sur des questions plus larges, des rapports confédérés, hein, sur la question de l'énergie, par exemple, on ne réglera peut-être pas ça région par région, ou sur la question de, je ne sais pas, sur des questions qu'on décidera de mettre en commun, mais il reste que ce sera à partir d'un ancrage régional qu'on devra, hein, pas en raison d'une volonté souveraine d'un peuple, mais en raison de nécessité historique, matérielle, on devra se concerter, on devra apprendre à agir sur cette échelle-là. Cela m'apparaît absolument indispensable et je ne vois pas comment, sinon que d'une manière strictement symbolique et au fond résiduelle, comment le Canada, dans sa structure historique, peut perdurer. Je pense qu'il est appelé à imploser, à se démanteler quoi, par la force des choses. Mais ça, c'est une prédiction qu'on me remettra sur le nez peut-être dans 50 ans, là, mais on verra. Pour le moment, je ne vois pas comment, en tout cas, ce pays peut avoir une pertinence autre que vidée de son sens, autre qu'en étant une structure vidée de son sens, un peu comme l'a été l'Empire austro-hongrois pour d'autres raisons il y a un siècle. Bon. Maintenant, un autre point, si vous me le permettez. L'économie, en ce qui concerne ce changement de paradigme, signifiera une mise en relation d'une part des dispositions et d'autre part des désirs, des aspirations, des besoins dans des communautés régionales sur un mode plus standard. C'est comme ça habituellement qu'on pense l'économie. Mais l'économie aussi a de bonnes chances d'apparaître aux consciences dans ce 21e siècle déjà entamé en ayant toute une série de significations qui ne sont pas celles que lui ont donné les sciences de l'intendance capitaliste qui se sont abusivement présentées comme des sciences économiques. Bon, le mot économie est appelé à changer radicalement de signification et à augmenter en signification. Et c'est effectivement ce sur quoi je travaille, surtout ces années-ci, c'est sur la polysémie dans notre tradition, dans notre histoire. En tout cas, je dis notre, je parle, c'est un occidental qui parle. Je m'intéresse aux différentes acceptions qu'a eu le mot économie dans notre histoire, hormis celles que lui ont données les sciences économiques. Le mot économie, dans notre histoire, a existé d'une manière centrale, a été utilisé autant en rhétorique qu'en biologie, qu'en médecine, qu'en mathématiques, qu'en esthétique, dans les arts, dans les sciences de la nature. Il est présent en théologie, il est présent en sociologie, en philosophie, il est présent en droit. Et le mot économie ne renvoie pas nécessairement au premier chef à cette idée du marché, à cette idée de la production, de la consommation, de la distribution, de la thésaurisation, voire du capital lui-même. En ça, c'est une acception régionale toute particulière du mot économie. Le mot économie aura signifié principalement pendant quelques 2 siècles en cela, le fait de faire de l'argent en produisant des biens, en satisfaisant des besoins consuméristes, grâce à des réseaux de distribution. Bon, c'est à ça qu'on pense. Ensuite, on a ajouté à cela le marketing, le management, le droit du travail, le droit de l'entreprise, ainsi de suite. L'économie a pu signifier ça, certes, mais c'est un mot qui ne devrait jamais être captif d'une discipline puisqu'il a eu et continue d'avoir plusieurs significations. C'est un mot extrêmement polysémique, qui a beaucoup d'acceptions.
En esthétique, par exemple, l'économie renvoie à l'agencement des formes pour produire un effet ou un sens. En psychanalyse ou en psychologie, l'économie renvoie à la relation qu'il y a entre des pulsions inconscientes d'un appareil psychique et des nécessités morales dans un espace social. Et c'est toute la négociation entre les deux qui s'appelle l'économie. En théologie, c'est le rapport improbable entre un principe très, très abstrait et des formes d'incarnation institutionnelle. Les formes d'incarnation institutionnelle traduisent l'existence d'un concept très abstrait et le concept très abstrait autorise les institutions. C'est une sorte de circuit comme ça, ouvert, qui n'en finit plus de tourner. C'est l'économie. En biologie, l'économie animale, c'est tout le fonctionnement assez mystérieux des organes qui font qu'il y a du vivant, le petit miracle du vivant qui est lié à cette espèce de rapport entre des organes qui collaborent. Bon, le mot économie a eu ces significations-là et il y a fort à croire que l'économie redeviendra cela. C'est-à-dire que quand il viendra le temps de penser l'économie, une fois cette acception idéologique et hégémonique contemporaine épuisée par la force des choses, on en viendra à dire, bon, l'économie, c'est comment, au fond, dans une communauté, on met en relation des choses, des affects, des idées, des éléments, des gens, par rapport à des systèmes de croyances, de façon à générer un résultat qui nous soit bon, qui soit fécond, qui soit sensé. Bon, et peut-être pour conclure, je rappellerai que avant de parler d'écologie, avant de parler d'environnement, avant de parler de développement durable, ceux qui nous ont précédés à partir du 17e siècle, mais surtout au 18e siècle, parlaient d'économie de la nature. C'est-à-dire qu'avant de parler d'écologie, on disait l'économie de la nature. L'économie de la nature, c'était pour Carl von Linné, le naturaliste suédois, ou Gilbert White, son homologue anglais, une réflexion non seulement sur la nomenclature des espèces, mais sur l'organisation des espèces dans des ensembles. Et j'ai pas le temps d'en parler plus que ça, mais j'ai eu la chance, grâce à Jean-Philippe Sapinski qui est avec nous aujourd'hui, d'en parler déjà sur le campus de Moncton dans le détail. Mais bon, ce qui est intéressant chez ces deux penseurs-là, Linné et White, c'est de voir que ce qu'on se met à penser au 18e siècle au titre de l'économie, nommément, c'est l'agencement des espèces dans des ensembles qui se présentent de plus en plus comme étant contingents au fur et à mesure qu'on réfléchit à la chose. Chez Gilbert White, par exemple, la contingence apparaît très, très claire lorsqu'on s'intéresse à l'économie de la nature. Je lis, je ne vais pas lire un long passage, ça sera un peu professoral et le temps file, mais bon, pour White, au fond, l'économie de la nature, c'est cette espèce de miracle qui fait que, les vaches ont chaud, elles vont dans le marais se rafraîchir, leurs excréments nourrissent des insectes, ils nourrissent les poissons, et ça fait toute une chaîne comme ça. Dès qu'on s'intéresse à l'environnement, on s'intéresse à ces questions-là, à cette espèce d'alchimie, au fond, improbable, qui fait, bon an, mal an, la robustesse d'un ensemble vivant, qui se reproduit, qui tient bon, qui résiste. C'est de l'économie de la nature. Et ce qui intéressait beaucoup Gilbert White, c'est de penser l'économie de la nature avec les êtres humains, et surtout pas en distinguant économie d'une part, économie sociale, et d'autre part l'écologie, et puis essayant ensuite de faire des synthèses entre économie et environnement, économie et écologie, où il faut créer des nouveaux néologismes comme l'écosocialisme ou l'écologie politique ou d'autres syntagmes. L'économie, c'était déjà l'écologie. L'économie, c'était déjà la vie des humains dans des écosystèmes en tant que les humains ne sont qu'une espèce parmi les autres dans les ensembles vivants. Et même chez Gilbert White, quand il est question d'économie de la nature et qu'il est question de la présence des humains, les humains qui essaient de faire pousser du chou et qui en ont contre la bestiole qui mange le chou, en même temps la bestiole qui mange le chou, conditionne la possibilité même du chou, donc on ne peut pas en même temps l'éradiquer. Même chez White, il est question d'argent. Même l'économie au sens monétaire s'intègre à l'économie de la nature. C'est l'économie de la nature qui est le cadre général. Et on la retrouve, cette économie de la nature, au 19e siècle chez Charles Darwin, où contrairement à la réputation qui lui a été faite par de très, très, très mauvais lecteurs, Darwin pense quand même surtout les hiérarchies dans des ensembles vivants, les hiérarchies liées
à des tensions et évidemment à des rapports entre proies et prédateurs, et aussi à des rapports quant à des conjonctures liées au climat, liées à la flore, liées à tout ce qui fait un ensemble vivant. Il s'intéresse surtout aux contingences, hein, aux contingences. C'est-à-dire que le monde, la hiérarchie qu'il peut concevoir dans un site ou sur un site ou sur un autre est appelée à changer continuellement. Elle n'est pas universelle, contrairement à ce que des racistes ont pu vouloir dire en se réclamant de lui. Et surtout, l'économie de la nature renvoie à quelque chose d'incommensurable. Il y a économie lorsque ce dont on parle ne se laisse pas, au fond, subsumer sous une approche exhaustive, ne se laisse pas quadriller absolument, ne se laisse pas dominer, donc, ne se laisse pas dominer, ne se laisse pas, au fond soumettre à toutes les velléités qui ont été ceux des acteurs sociaux qui nous ont projetés dans l'ère de l'Anthropocène. Et donc, et encore, là, en 1949, Fairfield Osborn, dans son essai sur la surexploitation du vivant, parlait d'économie de la nature. Donc, c'est un mot qui a perduré quand même, et un syntagme plutôt qui a perduré. Et l'économie de la nature, à mon sens, devrait être un cheval de bataille pour nous. Sur le plan scientifique, hein, la science, elle n'est pas simplement pure et stratosphérique et déconnectée et tout, on le sait. La science, elle vise à faire valoir des points de vue qui sont fondés et pertinents. En tant qu'ils sont fondés et pertinents, c'est parce qu'ils sont fondés et pertinents qu'on milite pour eux. On ne commence pas par militer, mais ensuite on cherche des raisons. C'est parce qu'on comprend un certain nombre de choses du point de vue de la science qu'on peut ensuite, légitimement, comme intellectuel, sortir de nos tours d'ivoire et aller faire valoir une parole dans l'espace public. Et donc, je crois que cette économie de la nature est une notion qui devra, par la force des choses dont je parlais tout à l'heure, revenir au centre de la conscience sociale pour nous situer, nous, dans le vivant. Nous situer, nous, dans le vivant et situer toute économie comme étant tout de suite de l'ordre de l'économie de la nature, puisque nous sommes nous-mêmes une espèce parmi d'autres. Et c'est ainsi que l'économie de la nature était pensée quant au sujet humain d'emblée. Il est très important, je crois, de revenir à ces différentes acceptions de l'économie, que ce soit l'économie de la nature ou l'économie de la croyance ou l'économie esthétique ou l'économie psychique ou d'autres, parce que c'est en revisitant et en redécouvrant les acceptions, les significations du mot économie tel qu'il a existé dans le passé, qu'on arrive à comprendre comment cette notion d'économie, qui est utilisée de manière hégémonique aujourd'hui par les tenants d'une intendance capitaliste, qui s'est abusivement présentée comme économique, hein, ont dévoyé ce mot. Gilbert White, aujourd'hui, arriverait et entendrait qu'on qualifie d'économique un régime qui détruit, qui déstabilise, qui est inique d'un point de vue social, qui est impérialiste du point de vue du lexique, hein, et des méthodes et des approches, qui déstabilisent tout, qui s'érigent en démiurge quant au devenir des espèces. Gilbert White serait incapable d'accepter qu'on qualifie d'économique un tel cauchemar. Pour lui, ce qu'il verrait, c'est le contraire d'une économie. Une économie suppose une conscience de relations qui s'observent ou qui s'agencent et s'élaborent selon notre position, sur un mode bon, sur un mode fécond, sur un mode nécessaire, sur un mode souhaitable. Et quand je dis bon, entendez, si cela vous dit quelque chose, un accent spinoziste à l'expression, hein, une relation bonne, hein, pour Spinoza, c'est une relation non seulement qui est durable, viable, mais c'est une relation qui est sensée, qui nous vivifie, augmente et intensifie nos facultés à connaître, notre sensibilité au sens du moral, aussi une sensibilité au sens même de notre capacité à observer, à éprouver, à ressentir. C'est ça une relation bonne. Et on en est loin aujourd'hui dans notre univers marchand.
Et donc quand je propose, et ce sera mon dernier mot, quand je propose de passer de l'économie productiviste à l'économie de la nature, au fond, je propose de passer d'une acception orwellienne du mot économie. Le mot économie est finissant par définir aujourd'hui quelque chose qui relève de son contraire, hein, c'est-à-dire un régime destructeur, donc passer d'un usage orwellien de l'économie, hein, où Orwell, c'est le romancier qui, dans 1984, disait la guerre, c'est la paix, par exemple, et qui pense à un régime totalitaire où le sens des mots est complètement perverti et inversé. On y est en ce qui concerne l'économie, donc passer d'un usage orwellien du mot économie à un usage riche, c'est le cas de le dire, fécond, profond, sensible et sensé. Merci beaucoup, Alain Deneau. S'il y a des questions, je vous invite à soit les poser à l'oral, soit en activant votre micro, éventuellement votre caméra, ou à les poser directement dans le clavardage que vous pouvez ouvrir en appuyant sur le bouton Converser en bas de votre écran. En attendant les questions, moi j'ai une question, enfin c'est une idée comme ça. Quand vous parlez de régionalisation, puis de fin du Canada tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez derrière comme régime politique? Clairement, le régime politique changerait, mais qu'est-ce que ce serait? Ce serait plus la démocratie telle qu'on la conçoit ou qu'elle est aujourd'hui, en tout cas. Ça serait enfin la démocratie, je dirais. Bon, c'est plutôt ça, quoi. C'est-à-dire que par exemple, ici, on veut des traces de la chose. On a très clairement, j'ai un trou là, c'est la fin de l'année. Il y a déjà plus près de nous là, Jonathan Durand-Folco qui propose tout un discours assez adapté sur le municipalisme. Je trouve ça très précis. C'est beaucoup axé sur une volonté citoyenne strictement et moins sur une nécessité historique. Mais on a aussi l'entraide. Si quelqu'un peut m'aider là Kropotkin? Oui, Kropotkin, voilà, qui lui déjà nous dit, il ne peut pas y avoir un rapport institutionnel au vivant, dont nous faisons partie, sur des grands ensembles où on favorise les grands chantiers continuellement, les grands volumes, la production du gros, des indices comme le PIB, ainsi de suite. Donc, nécessairement, si on souhaite élaborer un régime lié à l'entraide, à la coopération, oui, aussi au sens, quoi, dans une signification là, aussi polysémique, il faudra en venir à des structures régionales souveraines qui elles-mêmes peuvent se confédérer, bien entendu, sur des questions plus larges, qui ne peuvent pas être réglées à petite échelle. Il y en restera. De là à traverser, je veux dire, un continent pour discuter avec des gens de Saskatoon sur tout et rien, c'est assez improbable, quoi. Si on est censé, si on se permet de se rappeler quel est le projet du Dominion dans lequel nous sommes, qui est un Dominion d'exploitation des matières premières au détriment de populations spoliées, il en a été question dès le début, et qui ne vise qu'à ça. Après ça, on a créé toute une mythologie sur le hockey ou sur je ne sais trop, le rapport à l'hiver, puis on a essayé de chanter Gilles Vigneault à Victoria, puis on a essayé de trouver d'étirer à la moindre référence, comme les peintres, le groupe des Sept, qui n'arrivaient à peindre le Canada qu'à la condition qu'il n'y ait personne dans leur tableau. Puis bon, ainsi de suite. Donc, on a essayé de créer une mythologie pour faire tenir ce que Johnny McDonald, je crois, avait présenté comme étant un pays qui a trop de géographie. Il y a des pays qui ont trop d'histoire, nous, on a trop de géographie, mais ça va finir par paraître, quoi. Et on a surtout une motivation historique qui est oligarchique, quoi, et qui vise à des sociétés à charte ou ensuite à des sociétés privées à faire main basse sur des richesses naturelles. Et les institutions publiques dans notre histoire ont essentiellement servi d'huissier à l'appropriation des biens marchands. Et la classe, c'est ce qu'on appelle la classe moyenne, sont historiquement des colons, qui ne sont pas nécessairement des colonisés, qui ne sont pas nécessairement des colonisateurs, qui sont entre les deux et qui, pour un petit avantage, un open terre, un petit salaire, un petit confort selon les cas,
ont accepté d'être les petites mains hein, de l'œuvre coloniale, quoi. Bon, et je veux dire, je crois que c'est au fond ce programme idéologique là qui a aussi qui a aussi peu d'avenir devant lui dans la mesure où on est confronté à une crise écosystémique qui nous force à rebrasser les cartes. Donc ce à quoi on peut en appeler, c'est une régionalisation de la politique pour qu'il y ait enfin de politique et des délibérations dans des structures qui ressemblent aux communautés et qui sont pas simplement là pour en fait vont façonner assez idéologiquement de manière souvent quand même propagandiste hein, une vision de la réalité. Hein, et ce qui peut aller jusqu'à des notions comme le tirage au sort, ainsi de suite. Il y a beaucoup de modèles là, qui existent. Et si on n'opte pas pour cela, de manière volontaire et résolue dans les changements qui seront les nôtres, on risque fort d'être confronté au fascisme. Parce que le fascisme, hein, quand on connaît un peu son histoire, c'est beaucoup développé dans les périodes de crise. Hein. Si vous ne comprenez pas ce dont je parle, regardez ce qui se passe à la Maison-Blanche chez nos voisins. Bon, il y a des tentations très fortes lorsqu'on ne sait plus où on va, lorsque bon, les choses vacillent. Hein, au fond, se jeter dans les bras du excusez-moi d'être vulgaire, mais ces gens-là le sont tellement qu'on se le permettra quant à eux, se jeter dans les bras du premier connard qui vocifère, hein, et bon, il va de toutes ces manifestations de puissance pour essayer au fond, d'attirer vers lui ceux qui sont mus par des passions tristes. Bon, de l'angoisse, de l'inquiétude, bon, et au fond, ce qui nous attend comme défi politique, parce que je suis pas Madame Soleil, puis je suis pas Nostradamus, je suis pas là pour prédire l'avenir, mais c'est simplement d'essayer de voir dans la conjoncture sur la nôtre quels sont, au fond, les possibles politiques. Et les deux tendances qui risquent de se développer, c'est des tendances solidaires liées à l'entraide, liées à des formes démocratiques, enfin, un temps soit plus réel et confédéré, et d'autre part, une tentation pour le fascisme. Merci. Il y a une question de Mathilde dans le clavardage. Pouvez-vous expliquer comment les personnes marginalisées, comme les femmes, les minorités de genre, les autochtones, etc., sont plus affectées par cette crise? Oui, oui, un peu comme tout le monde. Là, je suis vraiment pas spécialiste. Hein, et j'entends plus la question comme un commentaire. Hein, il est absolument nécessaire de continuellement rappeler que traditionnellement, parce que c'est pas lié à des affects fondamentaux, à une psyché naturelle, là, mais culturellement, les femmes ont été amenées à assurer toutes les pratiques liées au sens très très large aux soins. Hein, et ce sont elles, donc, forcément, qui sont au front aujourd'hui en ce qui concerne le traitement des malades, quoi, et aussi tous les services, quoi, les services qui se font qu'on est à la première ligne. Et aujourd'hui, en ce qui concerne bon, le prolétariat, hein, qui constitue de tous les gens qui n'ont que leur force de travail à offrir, ben, plus on est démuni, plus on est vulnérable, ben, plus on sera bon, les premiers à mettre sa propre vie dans la balance pour aller, au fond, faire des métiers de type conciergerie. Bon, c'est ça à quoi je pense maintenant. Mais aussi, je parlais du capital tout à l'heure. La question me permet de rappeler outre le capital tel qu'en parlait Marx, il y a un autre penseur qui est intervenu un siècle plus tard avec des précisions tout à fait bienvenues, c'est le sociologue Pierre Bourdieu, qui lui a parlé du capital social et du capital culturel, quoi, et symbolique, quoi. C'est un capital qui compte énormément quand vous êtes fille ou fils d'avocats, de juges, de ministres, de gens d'affaires, de médecins. Ben, vous avez plus de chances de trouver au fond un poste socialement que si vous êtes complètement au fond à la marge de ces lieux où on décide, quoi, où on attribue les fonctions, où on distribue les rôles. Mais vraiment, j'apprécie que la question soit posée tout autant que je me sens incompétent pour y répondre de manière très très fine puisque c'est pas vraiment mon champ d'étude. Je comprends bien. Il y a encore quelques questions dans le clavardage et puis je pense qu'on va s'arrêter après les questions qui ont déjà été posées. Peut-être essayer de synthétiser certaines questions. Il y a la question suivante qui était sur... je retrouve ça. Oui, la question de Michel sur, je pense que c'était par rapport à la démocratie, au système politique. Lorsque vous dites devra, j'imagine devra être une démocratie ou une vraie démocratie,
Il me semble y avoir une prémisse optimiste de démocratie, mais d'un point de vue plus pessimiste, peut-on entrevoir une dictature encore plus violente du 1% qui peuvent survivre dans cet apocalypse? Oui, Ça fait quoi ce que vraiment, vous avez déjà j'apprécie dit? la question là aussi parce qu'elle me permet de préciser tout le statut du verbe devoir au futur simple qui, est, qui articule les éléments que j'ai voulu mettre en avant. J'insiste vraiment pour que le devra porte sur des nécessités liées au vivant. Hein, et des nécessités conséquentes à notre régime extractiviste, productiviste, consumériste et spéculatif. Le devra s'arrête là. Bon, et le devra, il porte strictement sur un changement de paradigme nécessaire. Bon. Ensuite, au-delà de l'optimisme et du pessimisme, parce que ce sont des catégories moi, qui personnellement ne m'intéressent pas. Là. Si j'avais la fougue intellectuelle de Friedrich Nietzsche, j'écrirais par-delà l'optimisme et le pessimisme, comme il a écrit par-delà le bien et le mal. Là, que quand notre maison est en feu, il faut sortir, on n'a même pas le temps de se demander si on est optimiste ou pessimiste, on fait juste agir. Là où j'en suis, sans savoir si je pense que telle ou telle chose adviendra ou pas, c'est qu'on sera à la croisée des chemins et il y aura une sorte de gauche et de droite très polarisée, comme elle s'annonce déjà aujourd'hui dans certaines régions du monde, en Occident. Et il y aura, d'une part, des gens qui auront lu Kropotkin, qui auront en tête Bookchin, qui auront cultivé un certain nombre d'idées, de pratiques réelles, sensibles, hein, sur les jardins communautaires, sur la démocratie locale, sur des forums de discussion, sur l'entraide, et qui seront capables de penser le commun là où il existera, parce que ce sera plus là d'aller chercher, d'aller profiter du travail de prolétaires chinois qui sont pris dans des usines à travailler comme des fous 12 heures par jour dans des conditions de misère, comme on n'arrive même pas à l'imaginer quand on achète un produit banalement dans un magasin. Là. Et il y aura ceux qui seront angoissés, inquiets, anxieux, qui auront un revolver dans leur maison, qui entreverront déjà l'avenir sur le mode d'une guerre civile, un rapport de force, des gens qu'il faut dominer pour ne pas être dominés par eux, bon, le dilemme du prisonnier finalement, et qui auront sûrement un vociférateur en chef, une brute, qui saura, au fond, rallier ces esprits faibles, quoi. C'est ces gens mus par des passions tristes, comme dit Spinoza, quoi. Et ce modèle-là qui rappelle dans notre passé la République de Weimar en Allemagne dans les années 20, là, ça, je sens qu'on tend vers ça. Est-ce qu'on devra créer au fond, des espèces de républiques régionales confédérées ou être soumis sur un mode absolument dominant à une sorte de figure comme ça, totalitaire, qui viendra comme ça, séparer les uns contre les autres pour s'approprier ce qui reste parce qu'il y aura eu un moment d'angoisse. C'est à voir. Mais on le voit déjà avec la pandémie, des petits signes avant-coureurs. Il y a ceux qui sont dans l'entraide, il y a ceux qui sont dans la délation, il y a ceux qui sont... On voit très bien comment les dimensions psychiques des uns et des autres ressortent, quoi. Je pense qu'on va passer à la dernière question, puis on va enchaîner Désolé, avec la j'arrive suite. jamais à être très bref dans mes réponses. Mais on pourrait y passer des heures, je pense que c'est vraiment passionnant. Et puis, on pourrait programmer la prochaine fois 1 heure de conférence et 1 heure et demie de réponse aux questions. Et donc, la dernière question ici, ce serait que je la retrouve. Oui, que pouvons-nous nous faire individuellement pour participer le moins possible à ce système dévastateur de nos sociétés et de notre environnement? C'est une question que j'apprécie. C'est-à-dire, j'apprécie qu'elle soit posée. C'est une question, par contre, que je refuse de me poser au-delà d'un certain point. Il y a l'approche, par exemple, à la Laure Varidel, là, qui consiste, c'est correct, moi-même, je suis le premier à le faire, là, à essayer de consommer mieux, d'avoir le moins de déchets possible, d'acheter des produits qui sont faits localement plutôt qu'en Chine. Oui, on sait à peu près ce qu'il faut faire, hein, dire, une fois qu'on a compris un certain nombre de critères, de principes, d'enjeux, quoi. Bon, mais ça ne se réglera pas là. Et c'est pour ça qu'il arrive un point où l'impératif, là, c'est de se rappeler que la politique, l'histoire est l'affaire de peuple. Nécessairement. Nous agissons collectivement. Nous sommes des animaux sociaux. Nous sommes des êtres de société fondamentalement. Fondamentalement, nous sommes des êtres liés aux autres.
Nous ne sommes pas des individus. Et ça, c'est précisément une marotte de l'appareil productiviste actuel qui a voulu nous convaincre, c'est comme formidable, que nous sommes des individus. Dites ça à un anthropologue. Qu'il y a une société dans le monde, une civilisation qui s'est persuadée qu'elle était constituée d'individus, ce serait formidable, ce serait étonnant. Parce que nécessairement, quand nous nous habillons, quand nous parlons, quand nous mangeons, quand nous pensons, quand nous éprouvons, c'est en fonction du collectif. Et nous sommes des sujets collectifs d'emblée. Et c'est à ce titre-là que nous agirons, et surtout pas comme des individus. Si nous partons avec la prémisse que nous sommes seulement des individus, que c'est à titre individuel que nous agissons, nous sommes perdus. Même si, à ce titre-là, il peut se faire quelques petites choses qui sont meilleures que d'autres. Là. Et bien sûr, je suis le premier, quand je suis réduit à cette échelle-là, à essayer de faire des bons choix, c'est tout, mais ça ne se réglera pas là. Ça se réglera quand nous rappellerons que nous sommes des peuples, d'abord et avant tout. Merci beaucoup, Alain Deneau, pour avoir accepté de faire cette conférence et pour avoir répondu à ces questions. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions très intéressantes dans le clavardage et si vous êtes d'accord, je vous les enverrai et vous pourrez y répondre si vous le souhaitez pour que je transmette la réponse aux personnes qui l'ont posée. On va maintenant passer à la pause. Donc, avant de partir en pause, je rappelle que la suite du forum est réservée aux étudiantes et étudiants. C'est vraiment le but du forum de recueillir leurs paroles. Les professeurs qui voudraient rester sont les bienvenus. Je remercie toutes les autres personnes qui ont participé à la conférence d'Alain Deneau et qui ont contribué aux questions. Et je les invite à malheureusement quitter la plateforme d'ici la fin de la pause qui va durer environ 10 minutes. Et on reprendra plus tard. Donc vous avez le temps de prendre une petite pause avant la reprise, donc à 10h27 environ. Merci beaucoup.